Salut tout le monde, ici Elliot Cardin, bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui je vous parle des tout nouveaux gels Ultra Énergie qui viennent de débarquer sur le marché. L'offre de NAC était déjà variée, mais là, avec l'ajout des gels, la gamme Ultra Énergie est la plus complète sur le marché. Avec ses 27 grammes de glucides naturels, ses 2 grammes de protéines, ses 235 mg de BCAA et ses 420 mg d'électrolytes, c'est le seul gel sur le marché qui est spécifiquement fait pour la longue distance. Puis veux-tu un autre argument? Chaque sachet est composé à 37% d'ingrédients recyclés. C'est bon pour te soutenir dans tes gros défis, c'est bon au goût, c'est bon pour la planète. Ça vient en 2 saveurs, érable salé et chocolat, puis honnêtement, je suis incapable de dire lequel est mon préféré. La révolution NAC se poursuit, puis si t'as pas encore sauté dans le train, c'est le temps. Passe ta commande sur le NAC.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 191e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, c'est le retour d'un maudit bon gars. Je l'ai poursuivi depuis, je pense, l'épisode 44, mais t'as été officiellement le 3e invité de l'histoire de Pas sorti du bois. Elliot Cardin, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yann. Ça fait longtemps quand même, on se le disait, on s'écrit dans la vie, des fois on s'échange un peu, félicitations après les courses, mais au podcast en live comme ça, c'est la première fois depuis la Western State 2021. Ben ouais, on était dû là. On était vraiment dû, c'est vraiment cool de t'avoir. Écoute, on a beaucoup de choses à jaser, on a un peu de rattrapage à faire parce qu'on s'est pas parlé depuis longtemps, mais on va pouvoir plonger dans ta course dans l'Oregon que tu as faite il y a quelques semaines. Ça s'est très bien passé à Gorge Waterfalls. En tout cas, de notre perception extérieure à suivre la course, ça a l'air de s'être bien passé. J'ai hâte qu'on jase de ça, mais je vais vouloir qu'on revienne un peu dans le temps sur les choses qui se sont passées dans les dernières années. Avant qu'on parte, je pense que tu es la personne toute indiquée pour te joindre à moi pour féliciter les gens qui ont participé en fin de semaine passée au Mute et à The Canyons. Tu n'as jamais fait de Canyons, mais tu as couru sur ces sentiers-là pendant la Western State. Là, au moment où on se parle, on peut pas annoncer des résultats puis féliciter des Québécois qui ont bien fait parce que on enregistre avant. Mais au moment de la diffusion, les gens vont être en train de décanter de ce gros week-end-là. Ça va être dur à suivre en fin de semaine. Mute d'un bar, The Canyons, il y a l'Ultra Trail Mont Fuji où Courtney fait va tenter une grosse performance au Japon. Toi qui as fait et le Mute et couru sur les sentiers de Canyons, c'est quoi ton meilleur souvenir du Mute pour le fun? Le Mute, c'est clairement juste d'être sur l'île de Madère. C'est une île exceptionnelle. C'est des grosses montagnes qui partent direct de l'océan. Pour la course, je te dirais que c'est la nuit qui allait le mieux pour moi. Fait que c'est là que j'ai les plus beaux souvenirs. C'est vrai, c'était vraiment calme. Je faisais mes trucs. J'avais des bonnes sensations, mais à mi-course, mes jambes ont complètement explosé. Puis là, c'était de la survie jusqu'à la fin. Fait que ouais, la fin, c'est pas nécessairement de bons souvenirs. Mais sinon, t'as serré les dents et tu t'es rendu jusqu'à la fin. Ouais. Dans le sens, j'étais là, puis je me suis dit, je veux vraiment traverser l'île au moins. Fait que, quitte à marcher là, quasiment toute la fin, je vais continuer. Ah, mais ça a l'air vraiment magnifique. Là, à chaque année, il y a des Québécois qui sont là-bas. Puis là, je voyais la gang de Tout Trail sont une gang à être là-bas. Je voyais aussi Geneviève Asselin-Demers qui est là. Il y en a plein de Québécois. Puis les panoramas, l'île a l'air complètement folle, complètement magnifique. Fait que tu recommandes le Mute? Ah ouais, 100%. Tu sais, juste pour aller à Madère, ça vaut la peine. Puis tant qu'à faire, pourquoi pas se séduire une petite course en même temps. Toi, t'avais fait le 115. Je pense que de manière générale, toutes les courses, toutes les épreuves du Mute, c'est assez pentu. Tu regardes les ratios de dénivelé par kilomètre, c'est du gros calibre. Là. Ah, mais c'est ça, tu sais, c'est des montagnes là, qui montent directement de l'océan. Là. Fait que peu importe ce que tu fais à Madère, tu frappes un mur. Sur le 115, c'est up and down jusqu'à la fin. Là. Puis même que quand tu vas comme au gros sommet qui sont les picots,
Là, à ce moment-là, après ça, t'as un énorme downhill aussi, où ce que j'ai même pas pu courir finalement. Mais c'est vraiment nice, là. Je pense que c'était 10 km de descente, là. C'est malade. Ouais, vraiment. Parlant de 10 km de descente, mais peut-être un peu moins pentu, mais pas moins douloureux pour les jambes, tu t'es amusé sur les sentiers de la Western State, tu as couru la Western en 2021. Et là, il y a plein de Québécois qui viennent de faire The Canyons, qui est sensiblement sur les mêmes parcours. Qu'est-ce que tu te rappelles de ces sentiers-là? Qu'est-ce que t'aimes tant de ces sentiers-là, de la Western de Canyons? Ben, c'est super roulant, tu sais, c'est en Californie, à part la première section qu'ils feront pas, là, qui est vraiment plus en montagne, mais le reste, c'est des sentiers ultra roulants, assez secs. Il fait chaud habituellement, je sais pas pour The Canyons qui annonce en fin de semaine, C'est mais déjà habituellement, chaud d'habitude pour du fin avril. C'est sûr que juillet pour la Western, juin, c'est un autre game, mais ça reste que je voyais les températures prévues, ça va être chaud quand même, là. ouais, fait que, tu sais, ce que je me souviens, c'est ça, que c'est roulant. Faut que tu sois capable d'avoir des jambes qui sont capables de rouler vraiment longtemps. Fait que j'espère que les gens se sont entraînés au moins sur du roulant, malgré la neige qui nous ralentit au Québec. Là, c'est toujours un peu plus difficile de s'entraîner pour ça. Mais tu sais, moi, je me souviens, je m'étais entraîné gros sur des chemins de terre, justement, me pratiquer, être sûr d'avoir des jambes là, qui sont capables d'avoir un turnover jusqu'à la fin. Là. Ouais. Ouais, c'est là que les courses de la témestrie servent dans la préparation d'une course en début de saison comme ça, qui est quand même, c'est tôt, on s'entend en avril, comme tu dis. Ouais. Tu sais, tu choisis une course en juin, tu sais, mettons, moi je vois mes premiers gros objectifs s'en venir, tu fais, OK, tu sais, faut que tu sois prêt, puis une fois que le dégel est fait, puis qu'on peut accéder au sentier, il faut activer parce que t'as pas une longue fenêtre de préparation pour faire du technique, faire de la montée plus trail, tu sais, pas de la montée de centre de ski, mais ça reste que quand tu fais une course en avril, comme tous ces Québécois-là qui sont à Mute, à Canyon, à Black Canyon en février, c'est que tu assumes que tu vas faire le gros de ton travail, puis il faut que tu piques pendant que c'est l'hiver, pendant que tu peux pogner de la slush, de la grêle. C'est pas du tout l'environnement dans lequel tu t'en vas. Toi, tu l'as fait quand même souvent, tu sais, aller faire des courses hivernales ailleurs. C'est quoi que tu trouves qui est le plus gros challenge dans se préparer au Québec pour ces courses-là? C'est de trouver des endroits où tu peux faire l'intensité. Tu sais, faire ton millage, on s'en fout. À la limite, là, tu peux le faire un peu plus s'il y a de la neige, justement, si les conditions sont glacées, tu cours un peu moins vite, fait que c'est pas problématique. Mais la minute que tu veux faire ton intensité, là, faut que tu trouves de l'asphalte, ou sinon tu trouves un chemin de terre qui est pas tout glacé. Bon, sinon, tu vas sur le tapis roulant. Moi, je suis Ouais. chanceux. J'aime faire du tapis roulant quand Ah oui, t'aimes ça? entre guillemets. Dans le sens, pour de l'intensité, ça me va, là. J'ai pas de difficulté. Je trouve que je suis facilement dans ma zone. C'est facile. Tu sets le tapis roulant à la bonne intensité, puis t'as pas à t'ostiner avec toi-même. Tu essaies juste de keep up. Fait que j'aime quand même ça, mais ouais, je te dirais, sinon, c'est d'aller sur le tapis roulant la façon la plus facile, mais souvent on aime être dehors, on aime être en trail, fait que c'est sûr que c'est la partie moins le fun, là. Ouais. Alors, on s'est écarté sur le sujet, mais tout ça était pour souhaiter, ben là, on peut leur souhaiter une bonne course, mais au moment que ça va être diffusé, pour féliciter tous ces gens-là qui ont pris le départ, hein, on dit souvent féliciter ceux qui ont fini, mais non, félicitons tout le monde parce que se préparer en hiver pour ces défis-là, de se pointer sur la ligne de départ, c'est ça l'accomplissement. Après ça, ce qui se passe le jour J de la course, tu peux en parler, hein? Ça va pas toujours comme on veut. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Mais c'est toujours le fun de voir les Québécois. Puis on est comme dans la période de l'année où il y en a beaucoup. On dirait qu'à chaque fin de semaine, t'es comme, OK, là, faut que je suis un tel qui est à Madère, puis un tel. C'est vraiment trippant d'avoir ces gens-là qui voyagent pour courir. On voyage un peu à travers eux aussi, mais de les voir performer, de voir s'amuser, c'est toujours trippant. Donc, en tout cas, félicitations à tout le monde qui était à Madère, à The Canyon. Il y en a peut-être qui étaient même au Japon pour le mont Fuji. Donc voilà, c'est fait. Elliot, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Je le disais en introduction, depuis l'épisode 44, on est rendu à 191. La première question, dans les 3-4 dernières années, on sait pas, depuis qu'on s'est parlé, disons, depuis la Western, c'était quoi? Je te lance sur une grosse question philosophique, là, ça part fort, fais attention. Ça a été quoi ton plus grand apprentissage sur la pratique de notre sport? Peu importe quoi, peu importe si c'est en entraînement, en nutrition, en préparation mentale, en acclimatation, ça a été quoi ton apprentissage? Eh boy, j'avoue que ça me... je te dirais, ben surtout dernièrement, je l'ai plus réalisé, c'est de se fier gros à son intuition quand même. Tu sais, on a tendance, en tout cas, je parle pour moi,
à analyser gros des data, sinon de vouloir tout contrôler au niveau de la nutrition. Puis je pense que justement, ce qui m'a permis d'avoir une bonne course justement à Gauge Waterfall, c'est de pas hésiter à quand j'ai un feeling que là, je devrais switcher, mettons, ma nutrition, ou je devrais ralentir, ou je devrais pousser le pace, de vraiment me connecter à ces feelings-là et non ce que ma montre va me dire, ou sinon ce que je devrais prendre comme gramme de carb à l'heure. Oui, c'est important. Je pense que c'est vraiment important d'avoir comme un plan de match, puis que le plan de match soit super bien détaillé. Mais lors de la course, lors de l'exécution, je pense que c'est très bon de finalement garder le plan, mais de laisser place au changement selon les feelings, là, puis selon ce qui va se passer réellement dans la course, parce que des fois, c'est une toute autre chose, la réalité durant la course. Hein. Ouais, on dit c'est mettre beaucoup de pression sur une seule journée, alors que à l'entraînement, de semaine en semaine, on a des journées plus tough, puis tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, c'est pas grave, ça, cet entraînement-là, je le prendrai plus off ou peu importe. Mais rendu le jour de la course, c'est beaucoup de pression de se dire, c'est aujourd'hui que tout doit rentrer dans les cases, tout doit passer smooth, puis il faut que ça soit parfait. Ça arrive rarement, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que oui, il faut se préparer, mais faut improviser. Tu sais, des fois, un plan, ça te sécurise d'avoir un plan clair, mais après ça, il faut que tu sois agile dans ton plan, puis tu peux te promener. Puis je me rappelle, l'année passée, j'étais au QMT, je pense, dans le Sentier des Caps, puis je courais avec un gars que c'est sa première longue distance, son premier 80, puis on jasait, puis à un moment donné, je me rappelle, il check sa montre, puis comme, il dit, je suis supposé être en train de manger, là, mais j'ai pas faim, puis tout, mais je suis supposé être en train de manger, fallait que je mange là, puis tu sais, je me rappelle y avoir dit, c'est pas grave, tu sais, si en ce moment t'as pas le goût de manger puis ça te lève le cœur, faut pas que tu laisses ça aller puis pendant 4 heures tu manges pas, mais si là, à l'instant où ta montre fait bip bip, tu manges pas, c'est pas grave, ça va bien aller, tu sais, laisse-toi le temps d'avoir faim un peu plus tard ou mange autre chose, ou tu sais, faut savoir s'adapter, là. Ah ouais, clairement. Puis, c'est pas justement un gel qui va faire toute la différence durant ta course. Il faut que tu fasses confiance à ton corps. Il est tellement fort. Puis c'est ça, je réalise en training, tu fais tous tes entraînements, puis tu te dis, oh boy, genre, tu pratiques ton race pace, puis t'es comme, hey, ça va être tough. Venez ce pace-là sur tant de kilomètres avec tant de D+. Des fois, tu as l'impression qu'en training, c'est comme quasiment infaisable, puis que ça le fera pas. Puis finalement, il faut jamais sous-estimer en fait, le mental, comment il devient fort quand tu mets un dossard. C'est fou quand tu, tu, euh, tu changes totalement de mindset. Là. T'es plus à l'entraînement, puis il y a de quoi de spécial qui se passe, puis c'est là que tu es capable de justement réaliser de quoi d'extraordinaire. Fait que faut pas oublier ça, qu'il y a cet effet-là durant une course. Puis il faut pas se laisser avoir là, par les feelings non plus qu'on a à l'entraînement. Il faut juste faire confiance à tout le processus. Hein. Ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est dur de faire confiance au processus. Toi, t'as eu un changement de coach dans les dernières années. Ça fait un petit bout, je pense que t'es avec Ray Zahab, que j'ai reçu maintes reprises au podcast. Est-ce que c'est difficile de faire confiance au processus quand, je veux dire, t'es quelqu'un ça fait longtemps que tu fais ce sport-là, ça fait longtemps que tu l'analyses, tu le connais bien, tu t'es auto-coaché pendant quelques années, je pense, ou tu connais assez ça pour pouvoir te coacher toi-même, de mettre ça dans la cour de quelqu'un, puis de se dire, OK, il faut que je fasse confiance, même s'il me propose des choses que j'aurais jamais faites. C'est-tu dur pour toi? Ah ouais, c'est quand même dur, mais je pense que c'est autant dur, justement, que d'avoir ça dans ta cour à toi, parce que quand c'est dans ta cour à toi, tu tournes en rond aussi. C'est le fun, des fois, avoir quelqu'un qui tranche, puis que, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je vais le faire. Mais il y a les deux aspects qui sont le fun. Tu sais, quand tu t'auto-coaches aussi, c'est que tu peux explorer vraiment gros. Tu sais, il y a des dangers à ça aussi. Souvent c'est de se promener d'une philosophie à l'autre. Si tu veux vraiment voir l'effet d'un entraînement, souvent, c'est de rester au minimum quasiment 1 an avec la même philosophie pour valider, voir finalement si ça fonctionne. Parce que si tu essaies une technique pendant juste 1 mois de temps, mais tu n'as même pas le temps de voir les adaptations. Puis là, tu peux sauter à la conclusion, ça marche pas pour moi, mais c'est juste finalement parce que tu l'as pas fait assez longtemps, ou au contraire, tu penses que ça marche, puis là, au fil du temps, là, après plusieurs blocs d'entraînement, c'est là que tu réalises que tu cumules soit des blessures ou tu tombes toujours malade, puis c'est là que tu réalises des trucs. Fait que non, je te dirais que c'est challengeant des deux bords. Ça, c'est ça. C'est clair. On n'a pas parlé toi puis moi ensemble, mais je n'ai parlé avec d'autres athlètes qui sont coachés par Ray, puis il y a tout le côté
entraînement physique, la préparation d'avoir ce coach-là. Mais tu sais, Ray, ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont entendu au podcast, savent que Ray, c'est un TED Talker. Je veux dire, c'est quelqu'un qui il te raconte quelque chose, puis tu as le goût de partir avec en voyage. Il te motive à quelque chose, puis tu irais déplacer toutes les montagnes pour lui. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui est très bon pour travailler aussi sur le côté mental. Toi, est-ce qu'il t'a amené quelque chose de ce côté-là? Est-ce que vous avez aussi travaillé le côté préparation mentale pour une course, mécanismes mentaux pendant une course? Ouais, clairement. Puis je pense que c'est vraiment sur ce point-là, justement, que ça fonctionne super bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui croit facilement en moi. Puis Ray, il me pousse vraiment à croire en mes capacités. Fait qu'à ce niveau-là, ça l'aide vraiment. Puis tu sais, l'ultra, à la limite, c'est quasiment 80% mental, là. Le plan d'entraînement, tout le monde peut suivre un peu le même genre de plan d'entraînement puis avoir des résultats similaires, mais je pense que ce qui fait vraiment la grosse différence, c'est ton mindset finalement. Fait que si tu réussis à travailler cette partie-là, finalement, tu vas gagner vraiment beaucoup. Puis avec lui, c'est énormément ça qu'on travaille, là. Ouais, je ne sais pas qui avait dit que le trail, c'est 60% mental puis 40% dans la tête, là. Ah ouais, je veux dire, surtout le jour de la course, je veux dire, de manière générale, non, il faut mettre le temps d'entraînement, mais le jour de la course, comme tu disais tantôt, si la préparation est adéquate, que ce soit une bonne ou une mauvaise journée, l'entraînement est là, puis des fois, c'est ton premier 10 kilos que ça va pas, puis tu te dis, voyons, je traîne un piano sur mon dos, je veux dire, j'ai pas de gaz, aujourd'hui, ça va aller mal, puis au 30e kilo, tu sens plus rien, puis tu as un deuxième regain de vie, puis là, l'entraînement devient payant. Mais rendu le jour J de la course, l'entraînement est là, peu importe. Mais le mental, c'est là que ça peut dérailler, là. Ah ouais, exact. Puis c'est là que tu perds une course ou non, tu sais, dans le sens, le meilleur athlète cette journée-là, même lui, il va frapper un mur à un moment donné, là. Ça peut pas aller sur 100 km, ça peut pas aller bien tout le long. C'est sûr qu'il va y avoir des bouts de rough. Je pense que, justement, considérant ça, on va tout avoir une rough patch, comme on dit, puis ça va être celui-là qui va être capable de traverser cette rough patch-là en ayant le meilleur mindset puis en restant le plus positif possible. Comme ça, il ne se laissera pas affecter par ça. Puis il va être capable de continuer de pousser fort, même s'il voit que peut-être qu'il n'y a pas le pace qu'il souhaitait, que la nutrition justement ne rentre pas comme il veut, mais il va être capable de vite passer à travers parce qu'il sait que finalement, là, c'est juste temporaire puis que ça finit toujours par se placer. Ouais. Ah non, exact. J'ai goût qu'on revienne, comme je t'ai dit tantôt, sur tes dernières saisons. 2022, ça a été une belle année. Je regardais ça, puis tu me diras si ma lecture est la bonne, mais beaucoup sur du roulant, sur du rapide. Tu sais, je veux dire, tu as commencé ça à Black Canyon. Après ça, on t'a vu à Breakneck Point, on t'a vu à Hudson River, le 50-miler, à JFK, qui est une course mythique aux États-Unis. T'as eu Arikana à travers ça, QMT 50 à travers ça. Bon, on est moins dans le roulant. On se rappelle de ton arrivée après ta victoire sur le 125 Arikana, où j'étais là et je me rappelle, on a des vidéos, des audios de toi qui dit qu'il n'y en ait plus un maudit qui me dise que c'est roulant Arikana. Mais c'était une année où, tu sais ça, on était sur ces distances-là et sur du plus roulant. 2023, on t'a vu explorer du plus long en termes de distance, du plus technique. Revenons sur 2022. Est-ce que tu te rappelles un peu c'était quoi le plan de match pour cette année-là en commençant Black Canyon puis ce qui a suivi? Ouais, ben Black Canyon, c'est toujours la course que j'aime aller faire en hiver, peu importe le type de saison que je vais avoir. Je trouve qu'elle est loin d'un peu toutes les autres courses. Puis c'est pour ça que j'aime ça la mettre au programme finalement. Puis ouais, après ça, c'était surtout à Arikana le but. Puis je pense que cette saison-là, j'avais rien de planifié précisément, puis j'ai juste dit oui à plein d'opportunités qui se sont présentées. Puis j'avais comme JFK aussi dans la mire, fait que ça allait expliquer un peu toutes les autres courses roulantes aussi avant, qui étaient plus une préparation pour JFK, mais ça a été vraiment ambitieux, tu sais, de faire Arikana, qui est justement une course plus en montagne, très technique, qui est pas roulante. Puis après ça, tout de suite transitionner avec Hudson River pour tranquillement aller sur rendu rapide comme JFK. Puis j'ai vraiment souffert un peu de blessures à travers ces préparations-là. Ah ouais. Ça a été, Arikana, ça a bien été, mais après ça, c'était un peu plus de la survie à chaque course, là, de tout juste arriver à faire une préparation de quelques semaines, puis finalement quand même réussi à faire des bons résultats. Mais je te dirais que là-dessus, j'ai quand même appris beaucoup de vraiment me poser en début de saison, puis d'essayer de vraiment cibler comme il faut des bons objectifs, là, parce que
c'est ça, c'est dur de switcher d'un ultra super technique à du rapide, puis c'est là que justement, faut tout que tu fasses dans un gros rush, puis c'est là que les blessures, ils pop. Tu te laisses moins le temps de récupérer, dans le sens où si tes courses de fin Ouais. d'automne, octobre-novembre, avaient été dans des profils similaires à Ricana, tu te dis, même si je me récupère pendant un peu plus de temps, même si je prends une couple de semaines de plus off avant de repartir, tu te dis, tout le build-up de début de saison qui a mené à Ricana va te servir, tandis que là, je comprends que tu finis à Ricana, puis là, il faut que tu embarques vite dans une préparation quasiment, je veux pas dire marathon, mais tu sais, je sais Pas pas mal, si, si tu veux décrire un peu JFK, qui est le plus vieil ultramarathon aux États-Unis, puis je pense au monde, qui roule encore là, depuis les années 60 que c'est là. Parle-nous un peu du profil de course, de la rapidité de ça. Ouais, c'est ça, c'est 25 km dans l'Appalachian Trail où c'est zéro déblayé, il y a toutes les feuilles qui sont tombées. Fait qu'assez quand même compliqué comme 25 km, mais pour quelqu'un qui est habitué en trail, ça va. Puis après ça, ben là, tu frappes la route pour le restant de l'ultra. Fait que c'est de la piste cyclable 100% un chemin droit que tu vois très bien devant toi. Fait que mentalement, c'est très, très difficile. Il faut que tu gardes le pace. Fait que là, ça devient important de regarder sa montre, d'être assuré d'être dans les bonnes allures. Puis c'est vraiment décourageant quand tu te rends compte que tu n'es pas capable de tenir le pace. Un peu comme que c'était arrivé, je visais un petit peu plus vite toute la section du marathon qui est sur le plat après la section trail. Puis ça m'a vraiment découragé. Puis Rémi, il me craquait vraiment à continuer. Puis tu sais, j'ai bien fait finalement parce que j'ai euh, j'ai eu un second souffle environ à 60 quelques kilomètres qui m'a permis de bien pousser la fin. Mais ouais, faut vraiment que tu te parles parce que c'est très long, 80 kilomètres qui est plat de même. Puis où il faut que tu respectes ton allure. Fait que ça fait vraiment penser au marathon, mais next level. Plus long, puis avant de faire ton marathon, tu tapes 25 kilos de sentier, malgré tout, là. Ouais. Puis souvent, on essaie de bien se placer aussi parce que la trail est super technique, fait que ça part assez vite. Ouais. T'as pas trop pas de t'accrocher dès le début, là. Ouais. C'est ça, c'est une course qui avait été fondée suite au président John F. Kennedy qui voulait comme faire bouger les Américains. Ouais. Je sais pas comment l'idée, là, ils ont fait un brainstorm, comment on fait bouger les Américains. On va organiser une course de 50 miles. Je sais pas comment ils sont arrivés à ce résultat-là, mais ça fait depuis les années 60 que ça a lieu, puis c'est devenu un peu un standard. Autant pour le monde de route rapide que de souvent les trails américains, les gens qu'on va voir bien faire à Western States, à Leadville, dans des courses roulantes américaines typiques, vont aussi bien faire. On a vu Jim Wamsley, Zach Miller, ces gars-là bien faire à JFK. Juste pour les gens qui écoutent, 80 km, t'as rentré ça en 6h09. Ça gaule quand même comme vitesse. Ça doit être dur de maintenir ce pace-là pendant 50 km de route puis de se dire j'ai aucune raison de ralentir, j'ai aucune raison de marcher. Tu t'ennuyais-tu d'une bonne vieille montée de Morios en plein milieu d'une course? Ouais, vraiment, à un moment donné, t'es dans la même foulée, mais surtout, c'est pas tant le plat il était vraiment achalant, mais c'est surtout le fait que c'est une piste cyclable, puis tu vois tellement loin devant toi. Puis il y a juste rien. Souvent, si t'es pas proche vraiment du lead, tu vois pas plus l'autre quand même. Fait que là, t'es comme découragé. C'est devant, il y a personne. Derrière, il y a personne. Puis genre, tu t'accroches vraiment juste à tes sensations, à essayer de pas blow up parce que t'es vraiment à la limite. Genre, tellement faut que tu cours vite. Tu te plugues exactement direct sur la limite, puis t'espères que ça tienne, puis tu vois beaucoup de personnes sur la fin, par contre, qui doivent marcher. Mais tu sais, la minute que tu dois marcher à JFK, vu que c'est plat, mais c'est game over. Hein. Si tu peux pas, c'est une course, ben, mettons dans la performance, là, c'est sûr que si tu veux juste terminer, il n'y a pas de problème, tu peux marcher. Mais dans la performance, la minute que tu dois marcher, c'est fini. Fait que, ouais, tu t'ennuies d'une bonne montée où ce que tu peux juste manger bien relax, parce que ça aussi, c'est un autre défi, là, quand tu roules aussi vite, mais c'est un petit peu plus de nutrition liquide, des gels à la limite. Mais il n'y a pas grand-chose qui rentre. Puis en plus, il faisait, je pense, 4 degrés, du vent. Moi, c'est le genre de température que je déteste. Là. Je jette les oreilles. J'étais le seul qui avait un petit jacket. Tout le monde était en camisole. Moi, je comprenais rien. J'étais comme, hey, vous gelez pas. Ouais, c'était comme, c'est sûr que j'aurais pas fini la course. En fait, j'aurais été en hypothermie. Fait que, ouais, t'as les gants. Puis c'était pas une belle météo non plus. Puis c'est souvent ça aussi parce que c'est tard dans la saison. Puis il fait quand même froid.
Fait que, ouais, c'est une course quand même très difficile pour toutes ces raisons-là. Ça te fait quand même un stretch de saison assez long, dans le sens où tu as commencé ça en février avec Black Canyon, tu te Ouais. rends jusqu'en novembre, puis 2023, tu t'es retourné à Black Canyon. T'as-tu trouvé ça difficile ben, je veux pas dire que t'en as pas eu, mais d'avoir peu de temps off à travers tout ça, de dire qu'il y a toujours un défi qui s'en vient, puis tu peux pas prendre plusieurs semaines de temps de repos, là? Non, personnellement, j'aime vraiment enchaîner les courses comme ça. Je les aurais pris justement, comme je disais, peut-être plus espacés là, à bien refaire une saison. Mais non, non, j'aime vraiment ça que quand je finis un objectif, j'ai déjà de quoi dans la mire. C'est sûr que c'est le fun de planifier un petit peu de temps quand même pour faire une vraie base saison, ce que tu vas comme juste refaire de la 100% de ta base aérobique, parce que c'est quand même important. Puis si tu enchaînes tout le temps, mais t'es juste pas capable de plugger ce genre d'entraînement-là. Faut toujours Ouais. que tu retournes à ta prochaine course, en fait. Mais ouais, non, moi j'aime ça. Je suis pas un grand fervent non plus de off-season. Ce que j'aime faire, justement, c'est juste une bonne base aérobique où ce que tu cours pendant un mois de temps super easy. Fait que tu t'assures de bien récupérer. Mais tu peux quand même garder un bon volume de course. Puis c'est ce que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime le plus faire, courir. Fait que j'aime ça sortir chaque jour. J'aime pas nécessairement ça prendre du repos. Par contre, il faut être assez mature pour décider que quand tu fais justement ta base saison, mais tu la respectes à 100%. Tu vas pas aller toucher du zone 3, du zone 4. Tu respectes à 100%. Tu fais zone 1, zone 2. Mais si tu as la capacité de faire ça, dans mon livre, à moi, je trouve que tu récupères quand même très bien, mais en gardant des très bonnes bases aussi. Mais chaque corps est différent aussi. Il y en a qui ont vraiment besoin de changer complètement, de faire du vélo ou de prendre une pause vraiment complète. Ça, je pense que c'est propre à chacun, mais pour l'avoir expérimenté, moi, ça va pas nécessairement me nuire, puis mentalement, c'est ce que je préfère faire. Ouais. Fais-tu de l'entraînement croisé? T'es-tu un fervent de vélo, skimo et tout ça? Je fais un peu de skimo l'hiver, comme tu vois, cet hiver, je n'ai juste fait 2 semaines. J'étais tellement vraiment dans mon training pour Black Canyon que je voulais rester le plus spécifique possible. Puis en plus, on n'a pas eu des bonnes conditions. Fait que il y a juste le skimo que je fais l'hiver. Puis justement, si j'ai pas une course comme Black Canyon au programme, mais souvent je vais faire toute ma base aérobique en ski, ce qui est vraiment le fun en plus, hein. Mais sinon, non, j'ai pas de vélo, c'est sûr. Si je finis par en avoir un, je vais sûrement en faire un peu, pourquoi pas. Mais non, pas beaucoup de cross-training pour le moment. OK. On est un peu le même genre pour ça. Moi, j'aime tellement ça courir que je me dis off-season, je peux juste descendre le volume, pas mettre de grosse intensité, puis juste garder une base de sortir tous les jours, mais c'est le fun quand même. Tu sais, moi, j'adore faire de la zone 1, de la zone 2, juste partir, puis promener dans le bois, puis découvrir, puis pas être en mode, faut que je check mes affaires parce qu'il faut que je fasse un intervalle à haute intensité qui s'en vient. Mais c'est le fun quand même d'avoir juste à se promener, puis à vagabonder un peu, puis de vivre une off-season en faisant son sport quand même qu'on aime, là. Mais ouais, puis c'est là que tu profites justement pour aller dans des trails que t'es jamais allé, puis tu sais, quand il y a le point de vue, là, c'est parfait, là, tu peux vraiment prendre des petits détours, t'arrêter. Sinon, dans des trainings, on prend pas le temps de s'arrêter. On voit le paysage, mais on a un training à faire, on a des trucs à respecter, fait que c'est pas là qu'on va le faire. Fait que je trouve le off-season, c'est parfait, aller découvrir des nouvelles montagnes, aller courir avec des amis. Puis c'est ça, ben moi aussi, si je peux le faire à la course, c'est sûr que je le fais à la course. Fait qu'il faut juste se connaître puis vraiment respecter ta zone, parce que si tu respectes pas ta zone, mais là finalement tu fais juste tout scraper, puis ça te permettra pas plus tard d'avoir un bon bloc d'entraînement, puis ça te permettra pas non plus de faire ce que tu aimes de courir, parce que là tu vas finir blessé ou tu vas t'avoir soit entraîné, fait que finalement c'est contre-productif, puis tu nuis à ta passion en bout de ligne. Ouais, exactement. Puis dans ta vie professionnelle, tu sais, je sais que les dernières fois qu'on s'était parlé au podcast, t'étais en naturopathie, mais là, ceux qui te suivent sur les médias sociaux, on t'a vu faire de la brique en masse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, ben en fait, j'ai mis de côté un peu mes études en naturopathie. Je me voyais pas pratiquer vraiment en bureau. Fait que je suis retourné aider mon frère dans sa compagnie en maçonnerie. Puis j'ai acheté une maison au pied de la montagne à Shefford. Fait que c'était pour ça que je donnais un petit coup à ramasser de l'argent. Puis cet hiver, là, justement, j'ai cherché un autre emploi. Puis là, je vais commencer
un autre emploi qui va être pas mal plus relax à la ville de Cowansville où ce que je vais être dehors aussi toute la journée. Fait que ça, c'est ce que j'aime. C'est là que le temps passe vite. Mais au moins, ça va être pas mal moins physique que la construction, là. Fait que ça va être bon pour être capable de bien m'entraîner. Ouais. J'avoue que ça doit être un bon défi dans le sens où tu t'entraînes puis tu performes à un niveau, on a déjà parlé pas devant le micro, mais tu t'entraînes à un niveau professionnel dans le sens où tu performes, tu remportes des courses, tu fais des podiums aux États-Unis, tu compétitionnes contre des athlètes qui parfois, surtout à Black Canyon, tu compétitionnes contre des gars, des filles qui font ça de leur vie. Leur job entre les entraînements, c'est de récupérer. C'est peut-être ils ont des petites affaires sur le site, mais qui ont des sponsors qui financent. Ça doit être difficile quand même de t'entraîner fort, de vouloir atteindre ce niveau-là, d'être ambitieux dans ce que tu vas atteindre, mais de devoir faire des chiffres sur la construction, qui sont des jobs, j'ai jamais fait ça de ma vie, être maçon, mais ça semble extrêmement physique. Tu passes ta journée debout à charrier des briques, je veux dire, t'es constamment sur tes jambes. Ça doit être quand même un défi de concilier tout ça. Ouais, c'est super difficile. J'ai la chance pour moi en maçonnerie, mais c'est saisonnier. Fait que on travaille environ jusqu'en décembre, puis on reprend habituellement début mars. Fait que j'ai le chômage un peu l'hiver, ce qui me permet de bien me préparer aussi pour Black Canyon. Puis là, je peux un peu plus m'entraîner comme un professionnel à ce moment-là. Mais sinon, ouais, effectivement, la saison estivale, c'est vraiment compliqué pour moi. J'essaie quand même de rentrer un bon volume, des bons entraînements, mais quand tu as passé une grosse journée, il fait 30 degrés justement à charrier de la brique, monter des échafauds, c'est vraiment pas facile. Puis en plus, avec mon frère, c'est une petite compagnie, fait que c'est pas mal moi qui me manœuvre. Fait que c'était vraiment c'était vraiment des grosses journées. Fait que j'essaie de le rentrer aussi, je le compte comme du temps d'entraînement, mais c'est juste que c'est pas spécifique vu que c'est pas mal plus le haut du corps justement que les jambes qui vont travailler. Fait que c'est ça, un peu moins de spécificité, puis en plus le fait d'être au soleil toute la journée, ça c'est pas mal moins bon. Se lever super tôt aussi, je devais faire c'est pas rare, je dois faire des workouts à 4 heures du matin avant d'aller travailler, puis après ça, je dois faire mon deuxième workout le soir. Puis là, t'arrives, tu manges, tu refais ton lunch, puis c'est pas mal ça, là. Ouais, c'est ça, c'est une routine qui embarque, puis en même temps, j'avoue que tu peux le compter quasiment comme du temps sur les jambes, comme de l'entraînement, parce que c'est extrêmement physique, mais c'est moins dans le spécifique, là, tu sais, charrier des briques, ça te prépare un peu le haut du corps pour l'utilisation des bâtons peut-être, mais je veux dire, c'est pas du spécifique, là. Pour le peu de race que j'ai fait avec les bâtons. Mute TDS, c'est les deux seuls que j'ai utilisé des bâtons. Ben, ça, j'allais dire 2023. Après avoir un 2022, on en a parlé, Arikana et des courses rapides. Là, 2023, tu as commencé ça avec Black Canyon, puis après ça, tu t'es embarqué sur des nouvelles distances du plus long que tu n'avais jamais fait, puis du ultra technique. Je tiens à dire, je checkais les stats. Vous le savez, ceux qui écoutent le podcast, j'aime bien les stats. Ta 8e place à Black Canyon en 2023, c'est exceptionnel comme position, mais le chrono est plus rapide que ta 3e place qui t'avait donné un golden ticket pour la Western State. Sens-tu que le niveau de compétition augmente? Est-ce que c'est la course qui était plus rapide? Les conditions étaient-tu meilleures? Qu'est-ce qui explique ça? C'est quand même surprenant que t'es 5 positions plus loin que 2 ans plus tôt, mais avec un temps vraiment plus rapide. Ouais, en fait, quand j'ai fait Black Canyon, c'était 2020. Ouais, c'était 2020. Je te dirais que c'était comme la dernière année, entre guillemets, non compétitive, parce que c'était compétitif, il y a quand même des gros noms, tu sais, comme j'étais en Hayden Hawks sur la course. Mais c'était pas autant, le niveau était pas autant profond que maintenant. Fait que ça a été le tournant où parce que justement, Jamil Curry a vraiment commencé à pousser la course Black Canyon. Tu demandes ton dossard en tant qu'élite, ils te le donnent. Black Canyon sont vraiment hot pour ça. Ils veulent un field qui est vraiment fou. Puis ça a paru toutes les autres années, on était toujours comme une vingtaine d'athlètes qui peuvent facilement aller chercher la victoire. Fait que là, on est comme une vingtaine, maintenant, voire même une quarantaine qui peuvent toutes espérer un podium. Fait que ça s'en vient très, très relevé. Je pense qu'il avait sorti les stats justement pour comparer un peu à Black Canyon à la Western State, puis c'était quasiment équivalent. Là. C'est rendu, en tout cas, c'est clairement le 100 km le plus compétitif en Amérique. Donc oui, je te dirais que le niveau en 3 ans, à 3-4 ans,
il a vraiment augmenté. Puis c'est ça. Si tu veux keep up, il faut vraiment que tu fasses tous les petits trucs. Tu peux pas rien négliger maintenant. Fait que c'est ça qui est tough. C'est pour ça que justement, quand un nouvel emploi qui va me permettre un peu de mieux m'entraîner, j'espère que je vais être capable de continuer de keep up avec les meilleurs parce que c'est mon but ultime, moi, vivre de ce sport-là, qui est vraiment pas facile par contre. Mhm. Mais tu sais, ça a l'air plus comme un semi-pro juste parce que justement, j'ai pas de salaire avec la course, mais je compétitionne justement, comme tu disais, au niveau professionnel. Mais j'aimerais ça éventuellement être capable de dire que je suis professionnel puis que ça me permet au moins d'avoir un petit revenu puis que je puisse travailler peut-être un peu moins ou que ça me permette justement de mieux m'investir dans la course à pied. Mais pour l'instant, c'est quand même toujours un challenge. J'ai la chance au moins d'avoir plein de sponsors qui me supportent puis au moins de pouvoir voyager puis de chaque année tenter ma chance. Mais ouais, peut-être un jour. Mais on le voit aux États-Unis, il y a vraiment un mouvement en ce moment qui se passe depuis 3 ou 4 ans. J'ai l'impression que c'est comme la génération, je sais pas comment dire, la génération de Jim Wamsley, là, tu sais, des athlètes universitaires de track, de 5000 mètres, de 10 000 mètres, qui, une fois qu'ils terminent leur carrière dans la NCAA, se mettent à faire de la course, de la course en sentier, l'ultra. À la limite, c'est aussi la recette Marianne Hogan. Marianne, c'est exactement ça. Elle a compétitionné en NCAA pour l'Université à San Diego. Puis il y en a plein d'athlètes comme ça. Puis en ce moment, c'est une explosion. Tu vois les start lists des courses qui sont typiquement roulantes, qui sont typiquement des courses qualificatives ou Golden Ticket pour la Western State. Il y a tout un réseau qui se crée autour de ces courses-là. Puis même à Bandera, même à d'autres courses qui sont aussi qualificatives pour la Western, le niveau a relevé. Puis Black Canyon, on dirait que le profil, peut-être tu pourras me le dire, mais je l'ai pas fait, mais c'est un profil qui ressemble beaucoup à la Western sur certains points. Puis c'est là qu'on dirait que tout le monde converge. Puis t'as des start lists avec 30 hommes, 30 femmes qui peuvent tous gagner, puis ça serait pas surprenant. Puis t'as une jeune génération qui progresse hyper rapidement, des athlètes de 23, 24, 25 ans, ils sortent de l'université, ils sortent de des années de fitness pour du 5000, 10 000 mètres piste, puis qui arrivent, puis qui performent vraiment très bien dans la transition vers du 50 km, du 50 miles. Puis c'est drôle, comme observateur du sport, on voit que la transition aux 100 000 est plus tough. On les voit arriver sur JFK, on les voit arriver sur Black Canyon, du 50, 80, 100 km. On dirait que la transition se fait vite. Ils ramassent des Golden Tickets, puis c'est souvent, je veux pas généraliser, mais c'est souvent des athlètes qu'on va voir exploser à leur première tentative sur 100 000, puis c'est normal, sur 100 000, c'est un autre ball game, mais la transition, on dirait qu'il y a une rupture à cet endroit-là, mais c'est le fun de voir cette compétition-là augmenter, ce nombre d'athlètes-là augmenter, puis je pense que les marques, de plus en plus, tentent de professionnaliser le sport. Il y a des séries qui tentent de professionnaliser le sport, puis c'est le souhait qu'on a, c'est que des gens qui ont le souhait comme toi de vivre de ça, qu'à un moment donné, le sport soit rendu assez mûr pour être capable de supporter des athlètes, non? Ouais, je le souhaite. Puis, ouais, tu l'as vraiment bien dit, en fait, Yann, je pense 100 km, c'est comme le trigger point où ce que, à un moment donné, fitness is fitness. Justement, c'est pour ça qu'il y a des gens de track qui ont un background de vitesse, sont capables de bien faire jusqu'à 100 km. Mais après ça, tu tombes vraiment dans un autre game où ce que c'est gros la nutrition qui va rentrer en jeu, la spécificité, l'aspect mental aussi. Puis ça, tu vas pas nécessairement l'avoir travaillé avec juste une base de vitesse. Mais ouais, clairement, on va le voir de plus en plus des coureurs ultra rapides parce que c'est un peu une base à avoir aussi maintenant, être capable d'être rapide. Il faut pas juste être endurant. Fait que ça, c'est le fun pour des athlètes comme eux qui ont travaillé toute leur jeunesse de la vitesse. Et là, ils ont juste à transposer sur de l'endurance. Versus un athlète comme moi qui n'a pas un background de vitesse, mais là, faut que je maintienne mes deux habiletés. Puis travailler la vitesse, en plus on vieillit, plus c'est difficile. Fait que c'est sûr que ça donne un mini avantage, mais quand même, il faut que tu fasses tout le reste du travail aussi qui est pas juste de la vitesse. Hein. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux 100 kilos. Je pense que, tu sais, je regardais les temps, tu sais, c'est Western, pas Western, mais Black Canyon, ça se gagne un peu en bas de 8 heures. Je pense que c'est beaucoup 8 heures, c'est très long 8 heures, c'est long 100 km, mais tu peux réussir je veux dire, même si ton plan nutritionnel fout le camp, c'est tolérable. Tu peux toffer 1 heure, 2 heures, 3 heures sans manger, mais pas sur un 100 000.
Tu sais, sur un 100 000, si au 80e kilomètre, il n'y a plus rien qui rentre, il en reste long pour juste puiser dans tes ressources puis boire du coke, là. Ouais, puis tu sais, le classique, c'est souvent, mettons, des problèmes digestifs. Puis c'est pour ça que c'est dur, puis ça se travaille plus ou moins à l'entraînement. C'est que c'est après 5 heures, habituellement, que ça arrive. Fait que comme tu dis, sur une course qui est 7h30, bon, si tu manques de la nutrition sur 2 heures de course, puis là, t'es quand même au pire de boire un peu des calories, mais puis manger, ça va quand même le faire. Mais ça, c'est juste parce que, justement, ça se court tellement vite qu'en termes de temps d'effort, c'est pas si énorme que ça. Mais si tu les mets sur un 100 km qui a pas mal plus de D+, là, ça pardonnera moins parce que le temps d'effort va être pas mal plus long. Puis là, tu as le temps d'être dans le trouble avec ta nutrition. Fait que il y a tous ces aspects-là à penser aussi. Mais clairement, pour des ultras rapides comme aux États-Unis, ça a un avantage, là, c'est sûr. Fait qu'on le disait, Black Canyon. Après ça, t'es allé sur de la nouveauté. T'es allé à Mute, on en a parlé en ouverture, une course de 115 kilos avec 7000 plus mètres de dénivelé. Ensuite, la TDS, qui je veux dire, c'est le 100 000 le plus court au monde, dans le sens où c'est 145 km, mais en durée d'effort puis en dénivelé, c'est clairement dans le même genre de range qu'un 100 000. Comment ce chouette course-là s'est présenté dans ton calendrier? Clairement, Mute, ça, je m'en souviens, c'est après Black Canyon, après une belle perfo. J'ai le goût de continuer sur une lancée un peu plus à l'international. Puis là, j'avais regardé sur le calendrier, qu'est-ce qu'il y a. Il y avait Mute, je suis comme, parfait, j'ai réussi à avoir mon dessert. Puis j'ai saisi un peu le momentum, mais c'était vraiment ambitieux parce que de février à aller à avril, faut que tu changes totalement de façon de t'entraîner. Puis là, c'était un hiver qu'on a eu gros des tempêtes de neige. Fait que je me souviens, je faisais plein d'entraînements dans la piste de ski ici à Shefford, des pieds complètement dans la neige. C'était vraiment tough. Puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai pas bien réussi à Madère, que après la mi-course, mes quads ils ont complètement explosé. C'est parce que j'ai tout fait, je pense, le D+, comme qu'il fallait, toutes les heures d'entraînement, volume, etc. Ça, je pense que c'était parfait. Ce qui a manqué, c'est que j'ai pas eu d'entraînement sur de la surface dure. Fait que j'ai l'impression que mes quads, ils ont, versus courir dans de la petite neige soft, puis là, arriver à descendre des marches, puis des rues super pentues où ce que tu descends, puis ça cogne dans les quads. Je pense que mon corps était juste pas prêt, puis ça l'a lâché assez vite durant la course. Fait que ça a été une erreur. Puis là, en ayant fait Mute, ça m'a vraiment donné envie de faire plus d'ultra, d'essayer de voir qu'est-ce que j'étais capable de faire sur du plus long que 100 km, justement. Puis plus en montagne. Puis la TDS, c'était comme juste un bon choix. Puis, tu sais, l'UTMB, je pense que c'est le ride d'un peu chaque coureur. Fait que c'était une belle façon d'aller expérimenter un peu l'expérience à Chamonix pour, dans le futur, justement, peut-être faire l'UTMB. Comment tu trouvais ça, le mood de Chamonix pendant l'UTMB? Ah, c'est fou. En plus, la TDS, c'était comme c'est la première course de. C'est la course parfaite pour profiter du reste de la semaine aussi. Exact. Fait que j'ai pu enjoy vraiment Chamonix à 100%. Mais c'est fou, c'est comme un gros party. Tu vois que tout le monde dans le village, c'est tous des coureurs. Tout le village est monopolisé un peu pour la course. Puis chaque jour, t'as un événement qui start. Fait que là, t'as toujours une race à aller voir. Moi, je tripais, j'allais voir chaque course. Je courais sur le parcours, aller à des ravitaux. Non, c'est une expérience à vivre, je pense. Puis après ça, t'es comme l'apogée qui est vraiment l'UTMB. Puis là, tu vois vraiment. Il y a un peu de monde qui commence avec la TDS. Tu vois, il y a des foules qui se créent. L'OCC, même chose. Mais là, quand tu arrives à CCC, à CCC puis UTMB, c'est fou l'ambiance dans Chamonix. Le village est plein à craquer. C'est vraiment cool de voir. Parce que, tu sais, on fait du trail ici, on n'a pas l'impression que c'est tant populaire que ça, mais quand tu arrives à Chamonix, tu vois vraiment l'ampleur un peu. Que finalement, le trail, c'est quand même très populaire, puis c'est le fun de voir toute la communauté rassemblée ensemble. Ah ouais, tu sais, ici au Québec, on a des gros événements en nombre de participants. Tu sais, QMT, Arikana, Bromont, Défi des couleurs, t'as du 3-4 000 coureurs, mais t'as pas l'équivalent en foule
c'est normal, Non. c'est un sport, tu sais, c'est les familles autour qui viennent, mais c'est pas un sport spectacle. L'UTMB, t'as un débalancement complet, t'as 10 000 athlètes qui courent dans toutes les épreuves de la semaine, mais t'as 30-40 000 personnes à Chamonix, puis je veux dire, il y a des centaines de médias, des caméras partout, c'est un gros show, puis ils s'en sont jamais cachés, tu sais, Madame Poletti, la fondatrice, la cofondatrice, elle vient du monde du spectacle. Ils ont voulu créer ça pour le meilleur et pour le pire. Puis après ça, chacun a le droit à son opinion là-dessus. Mais c'est ce qu'ils ont voulu créer. Puis c'est ce qu'ils livrent comme expérience. C'est une expérience de spectacle à grand déploiement. Hein. Ah, vraiment. Mais je pense que c'est une belle façon de faire rayonner notre sport. Tu sais, c'est sûr que en créant un gros show comme ça, il y a des erreurs qui sont faites. Il y a de l'argent qui est là-dedans aussi. Il va y avoir des prises de décision peut-être qui plairont pas à tous. Mais overall, ce qu'il faut comme garder en tête aussi, c'est que ça fait grandir notre sport, ça le fait connaître à plus de gens, ça le rend un peu plus accessible. Il y a des beaux vidéos qui sont faites à propos de ça. Je pense qu'il y a quand même plein de points positifs aussi. Puis, si t'es pas en accord, mettons, avec toute l'éthique ou tout ce qui se trame derrière, mettons, l'UTMB, mais t'es pas obligé non plus d'aller racer cette course-là puis de l'encourager, ou tu peux sélectionner des courses un peu plus roots que tu vas pouvoir aller chercher un peu partout ailleurs aussi. Je pense qu'il y a de la place pour tout type d'événements là, quand même. Fait que... Non, exact. Puis tu sais, moi, je l'ai toujours dit quand on en parle, puis c'est un sujet qui est revenu souvent, tu sais, au podcast, puis il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières années, fait que je me suis permis aussi de commenter et d'analyser, mais pour la professionnalisation du sport, ce qu'on parlait tantôt, le souhait d'athlètes de pouvoir s'entraîner puis dédier leur temps à leur sport, ce qu'ils font, c'est énorme. Tu sais, après ça, moi, personnellement, mon opinion était plus de dire ça, c'est beau, mais après ça, le côté amateur, puis la beauté de notre sport, c'est que tout le monde côtoie les mêmes lignes de départ, les mêmes lignes d'arrivée. Là, bon, il y a d'autres choses qui se passent avec l'UTMB World Series puis le nombre de courses restreintes, mais pour la professionnalisation du sport, d'essayer de créer une série où les meilleurs sont, la preuve est que ça marche encore. T'sais, même malgré les controverses, malgré tout, Jim Wamsley va être de retour à l'UTMB en 2024. Il vient de l'annoncer il y a quelques heures. Puis ils ont fait des moves, ils ont tassé un partenaire, le partenaire principal, l'année passée, c'est la Dacia UTMB. Dacia qui est un fabricant automobile. Il y a du monde qui disait hey, c'est beau avoir des valeurs environnementales puis mettre un fabricant de chars comme partenaire principal. Puis là, ils l'ont tassé, ils ont remplacé par Oka qui devient le partenaire principal, un partenaire qui est axé dans le sport. J'ai le feeling qu'il y a une écoute quand même, fait que, bon, ça sera un sujet pour un autre épisode, mais j'ai le feeling qu'ils ont quand même une écoute à ce qui se passe, puis il y a des décisions qui sont prises en conséquence, puis ça demeure que cette année, les meilleurs au monde vont être là, tu sais. Non, clairement, c'est comme il faut embarquer justement dans le jeu, il faut montrer un peu la direction qu'on veut que l'UTMB prenne. Faut pas comme nécessairement juste la boycotter, faut montrer justement quel type d'UTMB on veut dans le futur. Puis eux, ils veulent faire un show, fait qu'ils vont suivre la tendance un peu. Fait que c'est un peu notre façon de voter en exprimant ce qu'on veut, la vision long terme qu'on veut que ça aille. Il faut juste le manifester, mais il faut pas nécessairement juste boycotter puis plus rien vouloir suivre de l'UTMB. Faut juste en discuter. Ouais, exact. Puis je pense que c'est ça l'approche de la Pro Trail Runner Association, qui est l'espèce de syndicat organisé qui est parti de Kylian et d'autres. Je n'avais parlé avec Mathieu Blanchard quand il est venu au podcast. Ils mettent exactement la pression qu'ils doivent mettre puis qu'ils veulent mettre, puis de la bonne façon, de manière constructive. Tu sais, ils l'ont dit. Ils ont pas appelé un boycott, ils ont appelé à remettre en question l'UTMB dans sa manière que ça se présentait pour 2024. Ils ont appelé à aller essayer le World Trail Majors, à d'autres choses, mais ils ont eu plein de discussions, ça a été dit, ça a été communiqué. Ils sont assis, la Pro Trail Runner Association, avec la famille Poletti qui a fondé l'UTMB, puis ils ont eu des dialogues après ça. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, c'est une réaction directe? Peut-être, mais comme tu dis, c'est ça notre pouvoir. Tu sais, le client a toujours raison. C'est ça qu'on entend depuis toujours. Ça reste que c'est ça. Si ce qu'il propose ne plaît pas au monde, ça va se sentir rapidement dans le nombre d'inscriptions. Tu sais. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Grindstone en fin de saison comme ça? C'est drôle, on a failli se croiser. Nous, on partait avec le petit. J'étais en congé de paternité, puis on s'est ramassé en Virginie, dans le Tennessee, dans ce coin-là des États-Unis, mais zéro en sachant que Grindstone était là, puis on était genre à 1 heure de route de Grindstone, qui est une des courses, un des 100 kilos les plus connus aux États-Unis, qui a rejoint l'UTMB World Series. Fait qu'on a failli se croiser là. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette course-là? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette course-là? C'est que, tu sais, moi, je suis un fan de course. Puis, tu sais, je suis un fan de course. Puis, je suis un fan de course. Puis, tu sais,
Ben ouais, en fait, ça c'était un peu suite à mon DNF à la TDS. J'étais vraiment déçu un peu d'abandonner finalement puis de pas être allé jusqu'au bout. Puis j'avais déjà dans la mire un peu Grindstone, mais je trouvais que c'était un peu too much avec la TDS. Mais là, le fait que j'ai abandonné à 100 kilos, c'était un peu c'était très, très ambitieux, mais je me suis dit, il y a 3 semaines, je peux récupérer, utiliser tout l'entraînement que j'ai fait pour la TDS, qui est vraiment pas tant spécifique pour Grindstone, mais bon, je vais m'essayer, c'est une Golden Ticket Race, j'aime ça toujours aller m'essayer d'aller rechercher un Golden Ticket. Fait que j'ai pris ma chance, puis en plus, ma copine Déborah, elle avait des vacances, fait que je suis comme, that's it, on va monter en Virginie, on va essayer la course, mais finalement, ça, si j'ai réussi à faire la course, mais je trouve que j'étais pas vraiment en bonne shape pour performer. J'ai tout donné, mais c'était pas suffisant cette journée-là. Puis c'était une journée terrible, encore une fois. La TDS, j'avais eu des conditions hivernales, en fait, une tempête de neige sur l'école. Il faisait froid. Puis pour Grindstone, mais c'était de la pluie. Je pense qu'il faisait 8 degrés, très, très venteux. C'était comme un restant d'ouragan qu'il y avait. Fait que j'ai vraiment pas été chanceux avec les météos. Puis je performe pas bien dans ce genre de météo-là. Moi, je suis quand même frileux. Fait que je déteste ce genre de conditions-là. Ouais, fait que non, c'était un peu ça l'idée d'aller faire Grindstone, c'était juste de me redonner une chance. J'avais pas besoin de prendre l'avion, je pouvais m'y rendre en auto. Ouais. Fait que je peux jouer le tout pour le tout. Néanmoins, une 11e place sur une course du TMB World Series, c'est pas si pire pour finir la saison. Non, puis tu sais, le temps était quand même bon. Je pense juste que en tout cas, je parle pour moi, je me suis vraiment fait surprendre par le niveau qu'il y avait. Tu sais, je savais que c'était un Golden Ticket Race, mais j'avais l'impression que personne n'en parlait. Là, j'étais comme, peut-être que le field sera pas tant fou pour cette course-là. Puis finalement, il y avait plein de locaux qui étaient super forts, super entraînés sur le Qui parcours. connaissent le territoire, qui connaissent ce type de sentier-là. Je me rappelle pas si c'était un peu avant ou après la course. L'itinéraire fitait quasiment avec la course, mais pas tout à fait. Je suis allé m'amuser sur ces sentiers-là, puis c'est costaud, les sentiers de l'Appalachian Trail, là. Ouais. Ben, il y a quelques sections, je te dirais plus vers la fin, mais tu sais, on connecte beaucoup avec des chemins d'accès. Et justement, en revenant de la TDS, moi, j'avais juste fait du D+, là. J'avais pas fait de route. Ouais, je sentais vraiment qu'il me manquait, il me manquait de vitesse puis de turnover quand même. Puis la nutrition sur la fin de course passait vraiment plus, fait que ça a été vraiment difficile de terminer. J'ai terminé en prenant à peine de calories, puis quand je suis arrivé, je me souviens, j'ai vomi ma vie. Ah ouais? Ouais, pendant un bon 10 minutes, je filais vraiment pas bien. Mais ça a vite passé, mais c'était le fait que justement, il faisait froid, j'ai pas réussi à m'alimenter comme je voulais. Fait que tu sais, clairement, j'avais pas les ressources pour pousser, pour être vraiment compétitif dans la tête de course. Hein. Ouais. On est là pour parler de Gorge Waterfalls, puis on dirait qu'on n'a pas encore parlé. On va se prendre une petite minute de pause pour un message d'un partenaire, puis on s'en parle de l'autre côté de ta première course de 2024. Grosse performance en Oregon, donc on se parle de l'autre côté. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagnon. On a reçu une super question sur les étirements. Comment qu'on fait ça? Quand qu'on fait ça après le sport? Explique-nous ça. En fait, là, ce que la science nous dit actuellement, c'est qu'on doit s'étirer à peu près 2 heures après l'effort. Ça peut être 3 ou 4. Là. Je pense qu'après la douche, c'est un bon moment pour pouvoir faire ça. Le premier muscle à étirer, qui est un muscle qu'on utilise beaucoup quand on court, c'est le quadriceps. Fait qu'on a toute l'image de ramener notre cheville en arrière de notre fesse pour étirer le muscle de notre avant-cuisse. Le deuxième muscle à étirer, c'est le fléchisseur de la hanche. Ça, c'est vraiment, en fait, ce sont un groupe de muscles qui sont situés à l'intérieur de notre bassin. Ce qu'on fait pour étirer ça, on dépose un genou au sol, l'autre jambe bien en avant. J'appelle ça mon mouvement d'escrime modifié, là, si vous voulez vous faire une image. Troisième muscle à étirer, l'ischio-jambier, donc en arrière de votre cuisse, derrière votre cuisse.
Donc, vous déposez le talon sur une surface surélevée, vous amenez les orteils vers vous, ce qui va faire un petit étirement du mollet qui est suffisant, pas besoin d'en faire plus, et on penche notre corps vers l'avant. Chaque étirement, on maintient de 30 secondes à 3 minutes. On peut se réajuster à toutes les 15 secondes pour avoir une sensation de 3 à 4 sur 10. Merci beaucoup, Natacha, c'était très clair. Bienvenue! On est de retour, Elliot. Gorge Waterfalls, c'est une course qui est assez mythique aux États-Unis. C'est une course qui est connue depuis longtemps, qui a changé de main, qui n'a pas eu lieu pendant quelques années. C'est Dylan Bowman avec Free Trail, qui est un des podcasts les plus écoutés aux États-Unis, qui a repris cet événement-là, qui l'a comme fait renaître de ses cendres. Ça a déjà été une course Golden Ticket de la Western State il y a plusieurs années. Comment tu as choisi cette course-là? Pourquoi tu as voulu aller en Oregon au mois d'avril? En fait, je voulais starter ma saison avec Black Canyon. Je m'étais quand même très bien entraîné malgré des blessures là, en décembre 2022. Le seul temps que j'ai skié justement d'hiver, c'était pour faire passer ma douleur au genou qui était restée un peu suite à Grindstone. Ça avait été rough sur mes genoux. Je pense que l'humidité m'avait pas trop fait là. OK. Puis j'ai douleur, puis c'est quand j'ai commencé à m'entraîner pour Black Canyon, je l'ai senti, fait que j'ai dû prendre un 2 semaines à juste skier. Puis là, après ça, j'ai réussi à faire une belle préparation pour Black Canyon. Je venais juste de commencer mon taper. J'étais prête, puis je pogne un bon virus qui, je pense que c'était le lundi, puis j'étais censé partir le mercredi. Fait que j'ai décidé finalement de tout canceller parce que c'est un virus, habituellement, ça prend un bon 7 jours avant que ça revienne. Puis là, finalement, ça l'a passé super rapidement. Je me souviens, le jeudi, j'étais quand même fru. Puis là, j'étais comme, je vais aller faire un workout. Finalement, j'ai fait un workout d'intensité. Puis ça a été comme le meilleur workout d'intensité de toute ma préparation. Fait que là, j'étais vraiment déçu. Puis là, je suis comme, j'ai peut-être pas fait le bon choix de canceller, mais tu sais jamais. Puis je voulais vraiment aller à Black Canyon pour performer. Tu sais, la course, je l'ai déjà faite déjà 3 fois. Je voulais pas juste aller pour faire le parcours. Je voulais vraiment aller le meilleur temps. C'est pour ça que j'avais pris cette décision-là. Fait que là, vraiment déçu de pas avoir racé Black Canyon, sachant en plus que finalement j'étais en forme. Fait que j'ai décidé de tout prendre ce training block-là, de jumper tout de suite dans un autre training block. Pas mal identique. Puis là, il fallait juste que je me trouve un 100 km qui a un profil similaire à Black Canyon. Puis là, je sais que Black Canyon, c'est pas mal le plus roulant qu'il y a. Il y avait The Canyon. The Canyon, j'ai pas réussi à avoir un dossard. Puis c'est ce qui m'a fait découvrir Gorge Waterfall. Puis j'ai fait, peut-être je pourrais avoir un dossard pour cette course-là. Elle semble vraiment intéressante, assez roulante, un petit peu plus de D+. Puis finalement, ben là, j'ai réussi à avoir ma place sur Gorge Waterfall. Fait que j'ai décidé d'y aller avec celle-là finalement. Puis je regrette pas mon choix. C'est vraiment une belle place. Ça a été au-delà de mes attentes au niveau du parcours. Pour vrai, tu regardes le site puis ils montrent une belle grosse chute. Je sais pas si tu es déjà allé un peu sur le site. Fait que là, je me suis dit, ils doivent avoir mis un peu le highlight de la course. Fait que tu vas comme passer une fois à une belle grosse chute, puis après ça, c'est comme de la belle trail, mais sans plus. Puis finalement, durant le parcours, c'est incroyable. Tu passes, je pense, une vingtaine de fois à côté des chutes. Aïe. Puis c'est des grosses chutes. Tout le long, c'est plein de ruisseaux qui coulent. C'est vraiment le printemps en Oregon. Les pommiers sont en fleurs, les cerisiers en fleurs, c'est de toute beauté. Fait que non, c'est une course que je recommande vraiment à tout le monde. Puis c'est sûr que là, en plus, en ayant une belle course, c'est encore plus le fun. C'est clair, mais ça a l'air magnifique, tu sais, les gens qui écoutent, aller voir Gorge Waterfalls, les images de la course. J'en ai pris une coupe pour faire la promo de l'épisode, mais comme tu dis, c'est ça, c'est pas juste une chute que tu passes une fois, puis on nommé la course en l'honneur de la chute que tu passes, c'est partout sur le parcours. Tu t'es amusé quand même dans plusieurs courses américaines différentes, tu sais, t'es retourné sur la Black Canyon, donc la course très désertique. T'as fait la Californie, qui est la Western State, donc encore là, tu sais, c'est des canyons, c'est désertique, c'est roulant. T'as fait Grindstone, qui est complètement différent, tu sais, c'est la côte est, c'est complètement différent comme type de sentier, mais là, l'Oregon, ça a l'air d'être un dépaysement total, là.
Ouais, ben je te dirais qu'en termes de trail, ça ressemblait quand même un peu à la Californie. OK. C'est belle trail quand même assez tough, un peu de rush, un peu de technicité, mais c'est rien à comparer justement à ce qu'on voit sur la côte est. Ouais. Fait que à ce niveau-là, je trouvais quand même que ça ressemblait à la Californie, mais en termes de paysage, c'était quand même complètement différent. Ouais. Parle-moi un peu de la course, comment ça s'est passé. T'es arrivé là combien de temps d'avance? J'étais arrivé le jeudi, puis la course était le samedi. OK. J'étais arrivé short, parce que j'étais arrivé jeudi à, je pense il était 11 heures quand j'ai atterri. 11 heures le 11 soir. fait que j'étais arrivé, location de voiture, j'étais tout de suite à la chambre d'hôtel. J'ai essayé d'avoir une bonne nuit de sommeil. Puis après ça, ben, c'était déjà d'aller chercher mon dossard, préparation pour la course. Fait que ça s'est fait vraiment, vraiment vite, hein. T'avais-tu pris le temps d'analyser un peu le parcours, de penser une stratégie de course, de où relancer, ou t'avais-tu des drop bags? Comment ça se préparait, cette course-là? Ouais, ben contrairement à quand on s'est parlé la dernière fois, habituellement, je suis comme vraiment pas stressé. Des fois, je regarde même pas le parcours. Là, cette fois-ci, j'avais fait tout un fichier Excel avec ce que je pensais utiliser comme nutrition sportive. J'avais quand même évalué le parcours aussi, savoir était où les aid stations. Puis sinon, j'ai été vraiment chanceux. Initialement, mes parents étaient censés venir avec moi, mais ma mère, elle a eu des contraintes de santé, donc ils ont dû rester au Québec. Mais j'ai un ami que je m'étais fait à Black Canyon qui avait fait des vidéos justement un Ouais. peu d'un peu tous les coureurs, dont moi. Puis lui, je savais qu'il était en Oregon. Puis c'est via lui aussi que j'ai contacté le directeur de la course en Oregon pour participer à Gauge Waterfall. Puis là, en discutant avec lui, il m'a dit ah ben moi, je peux faire ton crew, puis je peux filmer ta race aussi. Fait que je suis comme parfait, ça. C'est vraiment je sais qu'il était capable de le faire. À Black Canyon, il m'avait aidé aussi sur le crew, puis ça avait super bien été. Ses vidéos étaient vraiment cool. Fait que j'étais vraiment content d'avoir cette opportunité-là. Fait que j'avais un crew, fait que pas besoin de drop bag. Fait que je le voyais à la mi-course à Cascade Lock, qui était le troisième avant-dernier ravito, à Wyatt, l'avant-dernier ravito, puis après ça, tu repasses au même ravito, Cascade Lock, qui est le dernier. Donc, je les ai vus 4 fois sur le parcours. Puis c'est ça, il était accompagné, de son ami David. Puis lui, il m'a pacé puis il m'a crewé aussi. Fait que j'étais bien entouré finalement, malgré le fait que je suis allé toute seule en Oregon. C'est malade, ça. Au Ouais, final, ça te donne une deuxième place. Est-ce que c'était une course compétitive dans le sens où y a-tu de la relance, du dépassement, de la stratégie? ouais, ben moi, la stratégie, j'en fais pas énormément parce que je me fie tout le temps à mes propres sensations. J'essaie de pas trop de regarder ce qui se passe dans la course avant la mi-course, je te dirais. Parce qu'à la mi-course, je suis capable d'évaluer un peu les ressources qui me restent. Ouais. Puis là, je peux être plus en mesure de me dire, OK, là, j'en donne un peu plus pour aller chercher des positions. Mais avant ça, je trouve que ça sert à rien. Faut vraiment s'écouter. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis finalement, il y avait de la bonne compétition, c'était assez relevé. Mais on est parti quand même très lent. D'habitude, j'haïs ça, prendre le lead d'une course. Mais là, le pace, je le trouvais vraiment confort. Fait que après, je sais pas, 3 kilomètres de course, je me suis dit, ah bon, ben là, tant qu'à ce que ça parte lent comme ça, j'aime mieux aller contrôler le pace. Fait que je me suis mis devant, j'ai l'idée toutes les premières montées jusqu'au premier ravito qui est à 10 kilos. Puis là, à ce moment-là, tout le monde ils n'ont pas arrêté à ce ravito-là, ils continuaient direct. Puis moi, j'avais à remplir une bouteille d'eau avec ma nutrition sportive. Puis là, je suis tombé un peu dans l'arrière de la tête de course, donc en 8e position. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas une mauvaise chose, je vais pouvoir vraiment juste me reploguer 100% sur mes feelings. C'est ce que j'ai fait. Puis par la suite, j'ai juste tranquillement gagné des positions. Puis je te dirais, c'est après la grosse montée à 30 km, c'est comme le plus gros mur de la course que tu frappes là, où c'est la grosse chute. Euh, je voulais attendre cette grosse montée-là, vu que je suis pas un excellent grimpeur. Je voulais attendre d'avoir passé cette grosse côte-là pour attaquer justement dans le premier gros downhill. Là, tranquillement augmenter le pace jusqu'à la fin. Puis ça l'a payé comme stratégie, là. À quel moment
t'es senti comme confortable dans la position de te dire, OK, je suis en deuxième, le premier il était à une certaine distance, le troisième. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti confortable dans cette position-là ou jusqu'à la toute fin, ça s'est joué? Je me suis senti confortable quasiment toute la course. Même quand j'étais en tête, je me sentais confortable au début. Puis même quand j'étais en 8e position, je me sentais confortable. Puis assez confiant, parce que je me disais, je me répétais tout le temps dans ma tête, est-ce que c'est un allure que je suis capable de tenir 100 kilos? J'essaie vraiment que ça soit comme la limite. Fait que tout juste assez vite, mais pas trop vite. Fait que non, j'étais vraiment confiant que je le sentais que c'était le bon pace, puis que soit que des gens faisaient des erreurs en avant ou que le niveau était juste absolument incroyable. Puis non, je me suis fait confiance. Puis tu sais, quand je me suis mis à repasser des gens, c'était des personnes qui étaient toutes en train de blow up. Fait que ça a été assez drastique. Je pense que je suis passé si je me souviens bien, de 6e à 50 quelques kilomètres à aller direct en 2e position. Fait que, tu sais, quand je les ai passés, ça a été un point de non-retour. Puis ça, c'est le fun parce que tu fais juste bâtir un momentum. Tu sais, tu gagnes la confiance versus dans une race, si tu es déjà dans le lead, puis tranquillement, tu fades. Pour le mental, c'est vraiment difficile de rester dans la game. Là. C'est pas impossible, mais c'est toujours mieux faire le contraire, d'être un petit peu derrière, quitte à me garder des réserves, mais de kicker encore plus fort pour aller chercher des positions sur la fin de course. Là. Puis j'ai l'impression qu'à t'écouter, t'as respecté tes sensations aussi. Dans le sens où quand au début tu sentais que tu peux en donner plus, ben regarde, let's go, on en donne un peu plus. Puis plus tard dans la course, quand t'as pas brûlé de cartouche de ce que j'entends. Hein. Non, exact. Le seul temps que je sens que j'ai brûlé une cartouche, c'est quand on m'a dit là, si tu veux, tu peux aller chercher le premier. Je pense qu'il était à ce moment-là 8 ou 10 minutes, peut-être un peu plus, je me souviens plus exactement. Puis je me suis dit, OK, moi, je file vraiment bien en ce moment. Fait que si j'essaie de pousser un peu, je vais peut-être être capable de gagner des minutes ici et là, puis jusqu'à la fin, être capable d'aller le chercher. Fait que c'est ça que j'ai fait quand j'étais à 70 kilos. Là, je me suis mis vraiment à pousser de plus en plus fort. Quand j'ai atteint l'avant-dernier ravito à Wyatt, qui est, si je ne me trompe pas, à 80 kilos. Là, j'ai vraiment poussé fort dans la montée. Peut-être peut-être un peu trop, parce que j'étais vraiment en train de regagner des minutes sur lui. J'avais vu Brandon Myler, un autre Canadien, qui était dans la course, qui menait au début, mais qui a justement eu des problèmes. Je pense qu'il a vomi à quelques reprises. Mais lui, il avait parti un split quand il a vu le premier pour être en mesure de dire à l'autre coureur exactement combien de temps qu'il y avait. Puis, si je me souviens bien, il m'a dit comme qu'il y avait comme un 4 minutes à m'amener. Mais c'est moi qui ai fadé un peu. Puis je pense à Adam Lewis, celui qui a gagné, il a vraiment bien poussé la fin aussi. Fait que là, on s'est créé un écart pour finir à 14 minutes, je pense, d'écart. Okay. Mais ouais, j'ai peut-être essayé un peu trop à la fin puis brûler une cartouche là qui a fait en sorte que les 12 derniers kilos, je te dirais, c'est le seul temps que ça a été vraiment rough. Là, je m'assurais de regarder derrière pour être sûr au moins de sécuriser la 2e position. Mais j'avais vu le 3e parce qu'on fait un out and back à partir de 1 kilo. Puis je l'avais vu le 3e, puis il me semblait vraiment pas si loin que ça. Fait que ça m'a vraiment fait peur. Fait que j'ai continué quand même de pousser jusqu'à la fin, là, de peur de me faire prendre ma 2e position. Mais finalement, je pense que j'avais un bon gap. J'aurais pu un peu relaxer, mais c'est bon de pousser jusqu'à la fin. Après une TDS qui a été difficile, tu le racontais, après Grindstone qui n'a pas été parfaitement comme tu voulais, après Black Canyon qui t'a pas pu prendre le départ à cause du virus, comment tu t'es senti quand tu as traversé la ligne d'arrivée en 2e place à une performance qui, en tout cas, j'ai l'impression, qui est à la hauteur de tes ambitions? Ouais, clairement. J'étais vraiment content parce que je trouve justement avec toutes les autres courses comme tu as énumérées, j'avais fait des très, très bonnes préparations, mis plein d'heures à l'entraînement. Puis, tu sais, j'en mets vraiment beaucoup d'heures à l'entraînement. Je pense que de plus en plus, j'essaie de tout optimiser. Puis, quand tu réussis pas finalement à atteindre tes buts, c'est sûr que c'est tough sur la motivation, mais tu sais, je suis vraiment passionné. Fait qu'à chaque fois, je jumpais dans un autre training block. Puis, en ayant l'espoir que cette fois-ci, ça marche. Tu sais, j'ai eu beaucoup de setbacks comme ça depuis 2023. Puis j'ai toujours gardé quand même espoir. C'est sûr qu'il y a eu des moments que j'ai pas mal douté. Puis là, d'enfin avoir une belle
une belle course comme ça, puis une performance qui est plus à la hauteur justement de mes trainings, ça fait vraiment du bien. Et ça va me remotiver là, à remettre encore beaucoup de temps pour mes autres objectifs de l'année. Ça vient de remettre un petit peu d'huile sur le feu, puis c'est reparti. Hein. Ah ouais, clairement. Là, je sentais que j'en avais besoin, puis plus que jamais, je trouve en plus que j'avais fait un bon training block cette fois-ci. Je trouve que c'était vraiment, comme j'ai dit dans mon post sur Instagram, c'est rien de fou, mais c'était comme toujours constant chaque jour. Fait que j'étais vraiment content avec ça, puis je suis content que ça allait payer, puis j'ai pu finalement rendre honneur à ces entraînements-là. Ah ouais, c'est clair. Ouais. On l'a un peu parlé dans les 3 dernières années. Tu as touché à beaucoup de choses. Tu as mis beaucoup de cordes à ton arc. Tu as fait du 50 miles super rapide. Tu as fait du 100 kilos rapide, technique. Tu as fait du 115, 140 km hyper technique, hyper montagneux. À force de toucher un peu à tout, est-ce que tu sens que tranquillement, tu découvres c'est quoi ton type de course, ton style de course préféré? Clairement, le 100 km, justement, avec Black Canyon, Gorge Waterfall, puis même Grindstone, je vois que c'est des distances que, même si des fois je suis pas préparé à 100% ou j'ai eu des ennuis, je suis toujours capable de livrer quand même une performance qui fait beaucoup de sens versus les autres courses. Parfois, j'ai juste, mettons, plus en montagne, comme la TDS ou le Mute, des fois, j'ai juste de la misère à la compléter parce que c'est tellement long que si ça va mal, justement, tu as beaucoup de temps à penser, à dire que ah, là, je peux être dans une rough patch pendant quasiment tout le restant de la course. Puis vu que c'est long, ça va être beaucoup d'heures. Fait que je pense que j'ai encore ça à maîtriser. Puis c'est pour ça que cette année, là, je vais essayer le QMT 100 miles, qui va être mon premier 100 miles. Fait que je veux quand même me laisser une chance parce que je pense que je suis vraiment endurant. Puis que si je réussis à trouver un peu comment briser cette barrière-là. Je pense que je vais être quand même fort sur du 100 miles. Fait que je suis vraiment curieux à ce niveau-là, mais clairement, 100 km, on dirait que c'est mon sweet spot en ce moment. Mais j'aime toucher à tout, en fait. N'importe quoi qui est de la course, là, tu sais, JFK, ça a été rough, là, mais on dirait, là, plus que je fais des entraînements sur le plat, je suis comme, hey, j'aimerais ça retourner faire JFK, même si quand j'avais fini, je me suis dit, OK, puis jamais ce genre d'événement-là où il y a du plat ou même un marathon, j'étais comme, ah non, ça sert à rien de faire ça. Puis tu vois, là, en faisant plus de vitesse, on dirait que je reprends le goût de le faire. Puis finalement, je réussis quand tu mets l'énergie, la bonne structure, même si t'as pas un background en vitesse, le corps, il s'adapte tellement bien que si tu fais la bonne chose, tu vas être capable d'arriver à tes fins et d'avoir un bon résultat. Fait que, on dirait que je me mets pas de barrière à me dire je suis comme un spécialiste de telle distance ou de tel type d'ultra. Je m'ouvre des portes toujours en fonction aussi de ce que j'aime. Je pense que la clé, finalement, c'est d'être motivé pour ton event. Là, t'as beau dire, mettons, par exemple, si je serais vraiment fort sur des 10 km, mais si je déteste ça, faire des 10 km, là, je pourrais jamais exploiter mon plein potentiel. Fait que c'est de trouver un peu la course qui te fait tripping. Ouais, puis d'y aller au feeling aussi, tu sais, si t'as le goût d'essayer quelque chose, tu le fais plutôt que de te mettre dans une case puis de te dire, OK, moi, je suis un gars de 100 kilos roulant, puis je fais juste ça, là, tu te challenges en dehors un peu de cette zone de confort-là. Tu le disais, ton prochain gros défi, je comprends que c'est le QMT 100 000. Ouais, exact. Mais il va y avoir d'autres courses avant. Je vais faire une course au Vermont je pense, dans 2 semaines. Ouais, je pense que c'est dans 2 semaines. Qui est un 24 km. Fait que là, je vais sortir vraiment de ma zone de confort. Ah ouais, hein? Utiliser toute la vitesse que j'ai faite cet hiver. Fait que 24 km trail, qui est assez roulant. C'est 600 mètres de D+. Gros, je pense, chemin de terre. Un mix de tout, en fait. OK. Fait que ça va être un bon tune-up pour la clinique du coureur à 50 km. Puis la clinique du coureur va être un bon tune-up pour Québec Mégatrail aussi. Fait que ça va être un peu ça jusqu'à Québec Mégatrail. Puis après ça, ben je sais pas trop encore. Il y a une course en Europe qui m'intéresse, mais ça me demanderait de refaire un autre 100 miles au mois d'août, qui me laisse juste un mois et demi de récupérer de QMT, qui serait mon premier 100 miles. Fait que rien de sûr encore, mais ça serait le grand raid des Pyrénées qui m'intéresse.
Mais c'est ça, pour l'instant, je mets ça stand-by, ben, je me dis, je vais commencer par me rendre à QMT, réussir QMT, et après ça, ben là, je verrai hein, si je me lance dans un autre 100 miles ou non. Grand Raid des Pyrénées qui a un peu été nommé, identifié comme l'espèce de remplacement, ou en tout cas l'alternative pour les athlètes qui veulent un peu envoyer un message à l'UTMB. Ça a été ciblé par la Pro Trail Runner Association comme la course du mois d'août. Je pense qu'il va y avoir un bon niveau de compétition. Puis c'est un événement ça fait longtemps que ça a eu lieu en France, que c'est devenu une institution. Un peu moins connu peut-être que des UTMB ou des grands raids de la Réunion, mais ça a l'air magnifique. Là, c'est un 100 000, je pense, 170 kilos, 10 000 mètres, le classique course alpine. Là. Ah ouais, vraiment, tu sais, c'est costaud. Puis c'est pour ça que je veux y réfléchir comme il faut, parce que je veux pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites en 2023, de comme juste de quelque chose qui m'intéresse. Je dis oui sans vraiment regarder si ça fait bien dans le programme. Là, je veux que ça soit quand même structuré. Fait que à ce niveau-là, c'est encore en réflexion, mais ouais, ça serait une très, très belle course. Puis l'idée un peu derrière ça, c'est que initialement, j'étais censé faire Black Canyon, qui fait partie de la World Trail Major. Ouais. Puis j'avais comme plan aussi de faire QMT. Fait que ça, c'était déjà tout planifié. C'était ça que je voulais faire. Je voulais avoir 2 courses, puis en espérant avoir 2 bons résultats pour faire partie du ranking. Mais là, finalement, il y a juste QMT que je peux faire. Fait que ça me prenait une autre course. Puis c'est comme ça un peu que je suis tombé sur cette course-là. OK. Ouais, fait que c'était ça un peu l'idée d'aller cumuler au moins ces 2 courses-là. Mais à bien y penser, là, maintenant, peut-être que c'est un peu moins important pour moi maintenant. Mais c'est ça va être à réfléchir. Hein. Sinon, si tu veux faire 2 courses de la World Trail, t'as Cape Town qui est 3-4 mois après, le Grand Raid des Pyrénées, un peu plus loin, mais ça demeure que des fois il y a une belle distance aussi avec QMT, mais c'est cool que t'enlignes ces courses-là. Ouais, ben clairement, Ultra Trail Cape Town, ça pourrait être intéressant parce que celle-là, je pourrais vraiment me dire, OK, je finis QMT 100 miles, je récupère comme il faut, puis là, je restart un vrai training block. C'est sûr que à bien y penser, ça pourrait être très bien comme course. T'écouteras l'épisode avec Marianne puis Anne ensemble, sont revenus les deux enchantés de Cape Town. Un peu comme les Québécois à qui j'ai parlé post-mute qui sont comme sous le charme de Madère. J'ai l'impression que l'Afrique du Sud, ça a l'air magnifique. Là. Ouais, ça a l'air très beau, puis ça a l'air d'être une très belle course, bien organisée aussi. Là, fait que à un moment donné, il y a trop de choix. C'est ça, c'est un beau problème. Ouais, exact. Tu peux toujours rallier justement à la course puis l'exploration. Ça, c'est ça que j'aime. Fait que souvent, des fois, je vois même, au lieu de sélectionner une course, je sélectionne un endroit. Ouais. Puis avec l'endroit, mais je regarde s'il y a une course, puis je sélectionne le bon timing pour y aller. C'est malade. C'est ça la beauté de notre sport aussi, c'est qu'on peut découvrir des endroits dans le monde qui sont exceptionnels. Puis des fois, c'est des courses qui te font découvrir l'endroit ou c'est l'endroit qui te fait découvrir des courses. Mais la course permet d'aller explorer des zones des fois qui sont plus difficiles à atteindre en solo, en mode course pour le fun, parce que justement, la course permet de joindre un ravito à un autre puis se rendre loin d'en brousse, puis loin des grands centres, puis découvrir des panoramas qui sont uniques, là. Ouais, puis souvent aussi, c'est comme ça l'offre un cadre sécuritaire aussi. Tu sais, je pas traverser des îles que justement, il n'y a pas de civilisation ou à peine. Là, ça peut commencer à être beaucoup de logistique, puis ça peut être un peu plus dangereux, mais justement, c'est un peu l'intérêt d'aller faire une course, là. Ouais, c'est que de pouvoir le faire dans un cadre sécuritaire, que tu le veux aller dans la performance ou non, juste la traverser puis savoir que tu as un ravito puis que c'est quand même très, très le fun. Là. C'est clair. Elliot, l'épisode tire à sa fin, mais j'ai remarqué que la deuxième fois que je t'ai reçu au podcast, j'avais pas fait les questions ouvertes NAC. Fait que tu le sais, la première fois que tu es venu, il y a des questions éclairs, faut répondre rapidement. Puis d'habitude, la deuxième fois que quelqu'un vient sur le podcast, c'est les questions ouvertes. Puis je pense que quand tu étais venu, tu étais le premier invité à venir une deuxième fois. J'avais pas encore mis ça en place. Fait qu'il y a pas de compétition, mais c'est 10 questions courtes que tu réponds ce qui te tente. Il y a pas de chrono, c'est que pour le plaisir. Parfait. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Tes espadrilles préférées? Les Norda 001. 01, tu stick avec l'original? Yes, c'est mon go-to. Je trouve qu'avec cette chose-là, je peux vraiment aller dans tout type de terrain là, sans avoir aucune contrainte. Fait que c'est sûr qu'il y en a, mettons, comme 002 dans le plus technique, je vais le préférer, mais le 001, il va toujours faire la job, peu importe.
Ouais, c'est une chose polyvalente. Exact. Ton repas d'avant-course? Des sushis. Ah ouais, tout le temps, sushi? Ah ouais. Ouais, quand j'ai accès à des sushis, sinon je suis vraiment pas difficile, tu sais, je vais prendre ce qu'il y a, mais je trouve les sushis, c'est parfait, là. C'est du bon riz blanc, des bons carbs, puis c'est facile, tu peux avoir ta source de protéines, soit avec le poisson, ou sinon juste, je trouve sushi, avocat, ça passe super bien. Même en course, ça se digère bien. Fait que, ouais, clairement, sushi. Très fort. Ton repas d'après-course? D'après-course. Je suis pas un gros fan de fast-food et compagnie, mais je te dirais comme de la pizza après une course, c'est vraiment mon go-to. C'est pas quelque chose que je vais manger souvent dans mon quotidien, mais après une course, c'est toujours mon treat, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a des trous à combler. Ah ouais, clairement. Ton produit NAC préféré? Yes, c'est pas du NAC, c'est le drink mix. Ouais, Drink Mix, lequel Ouais. des deux, ton préféré? Je te dirais avant, c'était melon d'eau. Puis je sais pas pourquoi maintenant, là, j'apprécie de plus en plus le lime. Puis je sais pas, c'est celui-là, on dirait qu'il est encore plus rafraîchissant. Fait que dernièrement, je te dirais que c'est le lime. OK. Dernièrement. Quand il y en a juste Ouais. deux options. On n'a rien dit. OK, cinquième question. Complète la phrase. Je ne pars jamais courir sans... Sans. Honnêtement, c'est mon téléphone. Ouais? Ouais, j'aime ça pouvoir prendre des photos. En fait, je cumule tous les souvenirs de chaque run. Puis je te dirais mon téléphone. Puis aussi par sécurité, je trouve que Quand on fait de la trail. je peux être pris dans une situation où ce que j'ai trop poussé, je suis loin, j'ai plus de nutrition, puis ça va vraiment mal. Puis là que je sais pas, je dois marcher dans un état pitoyable. C'est toujours le fun pour avoir une communication. Ouais. Honnêtement, c'est juste une question de sécurité aussi. Les gens qui écoutent, si vous vous mettez au trail, ça fait pas longtemps que vous en faites. On aime ça découvrir des spots. On en parlait tantôt, hein, des runs de zone 1, zone 2 à explorer. Mais Ouais. c'est toujours plus safe d'avoir un cellulaire. Même si vos montres sont GPS, toute la patente. Ça reste que d'avoir son cell quand tu t'en vas explorer dans le bois. C'est plus sécuritaire. Puis ça te permet d'avoir des petites photos aussi. Mais c'est important parce qu'il y a des histoires, on entend chaque année des gens qui sont pognés dans des situations pas possibles et qui n'avaient rien pour communiquer, là. Ah non, exact. Puis, tu sais, ça peut être de se blesser aussi, là. Tu sais, Ah oui. là, si t'as pas emmené ton sel, juste une bonne fouleur, puis t'aimes ça que quelqu'un puisse venir te ramasser, au moins, venir faire un petit bout de chemin avec toi, là. Ah, c'est ça, t'es à 6-7 kilos de ton char. C'est pas si pire à la course, mais 6-7 kilos à boiter parce que tu t'es viré à la cheville, c'est longtemps, hein. Ouais, clairement. Ta montagne préférée? Montagne préférée. Hey boy. Je te dirais quand même Sutton, c'est l'endroit que quand j'ai du temps, ça va toujours être elle que je vais privilégier puis aller explorer. Je trouve qu'il y a beaucoup de trails sauvages, justement, où est-ce que tu peux t'éloigner encore plus, puis peut-être plus l'impression de, de partir à l'aventure, finalement. Fait que Ouais. c'est dans le coin, là. Mais sinon, il y a d'autres montagnes ailleurs dans le monde aussi qui pourraient facilement être mes montagnes préférées, mais c'est juste qu'ils sont pas accessibles day to day. C'est clair. Ton sentier préféré? Sentier préféré, je pense que ça va rester encore village Run-Top à Sutton, justement. Ça part du IGA. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Non. Ça part de la ville. Tu commences, c'est à peine technique, super roulant, mais ça longe un ruisseau avec plein de cascades tout le long. Pour tranquillement, plus ça va, plus ça devient steep, technique, jusqu'au Run-Top. Fait que je trouve que tu as un beau mix qui fait qu'être progressif finalement. Fait que c'est vraiment le fun comme run. Puis c'est un bon 15 km. Fait que c'est toujours intéressant. Avec beaucoup de diversité, toujours le fun, ça. Exact, ouais. Ton idole de course? Idole de course. Rémi Leroux. Pour vrai? Je niaise, mais c'est une question que je voulais poser puis j'ai pas eu l'occasion, mais ça entraîne beaucoup avec Rémi, tu le vois progresser, je me disais c'est le meilleur moment d'y lancer ça. Moi, c'est mon idole, Rémi, c'est malade ce qu'il est en train de faire. Genre, ce qu'il vient de faire sur demi-marathon sur 10 kilos, c'est complètement débile. Ouais, ben les résultats, oui, en plus, mais je trouve comme dans son approche de tout son entraînement, vraiment méticuleux, apprend bien faire les choses, mais en même temps, il se prend tellement pas la tête non plus. Ouais. Que, clairement, Rémi, il m'inspire beaucoup, puis c'est le fun en plus de pouvoir m'entraîner
chaque jour avec, de partager de l'intensité, des kilomètres comme ça, des courses même avec. Donc, ouais, clairement, avant, c'était comme plus client de journée pour tout ce qui est accompli dans le sport, puis aussi un peu son côté environnemental, Ouais. très simpliste de l'entraînement, comme lui aussi, il part faire des folies en montagne, puis il y a l'aspect plaisir derrière ça. Mais ouais, dernièrement, je te dirais Rémi. Je t'ai mis les mots dans la bouche, mais c'est un Yes. beau combo, Kylian et Rémi. C'est quand même, c'est pas gênant pour Rémi non plus d'être aux côtés de Monsieur Jornet. Non, clairement pas. Puis il a fait un justement en Europe l'été dernier, que justement, il y a un temps très, très proche de Kylian Jornet. Ah ouais? Le VK, ouais, c'est le VK du Mont-Blanc. Ah ouais, ok. Je pense qu'il y a une histoire un peu comme le parcours était pas pareil ou c'était pas la même façon mais de le faire comme avec les départs, mais quand même, là, Pas gênant. c'est pas gênant en tout. Ta plus grande fierté? Plus grande fierté. Hmm. Je pense que ça va rester Black Canyon, ma 8e position. Je trouve souvent les gens ils vont voir vite, ils vont voir le résultat comme ça, 8e, tu dois être déçu mais en même temps, quand tu regardes le niveau justement de cette course-là, le temps que j'ai fait avec cette 8e position-là, je trouve que c'est vraiment solide. Puis c'est une course que j'ai été super fier. Donc, ouais, puis j'aimerais ça justement retourner à Black Canyon puis en faire encore mieux. C'était le but cette année de briser la fameuse barrière du 8 heures. Fait que ça va être quelque chose que je vais vouloir faire. Fait que, mais ouais, Black Canyon à 8h10, une grande fierté. Je comprends. Dernière question, ta course bucket list? Clairement, l'UTMB, pour Ouais. vrai. Après d'avoir fait la TDS, je me suis dit, OK, next time, j'aimerais ça jumper tout de suite. Tant qu'à faire. Tant qu'à se rendre. Ouais, exact. Puis, c'est quasiment la TDS, finalement, c'est aussi tough, là. C'est à 140 quelques kilos, mais. Ben, c'est connu. Ceux qui ont fait les deux disent que c'est plus tough, la TDS, parce que le ratio, il y a plus de dénivelé par kilomètre, puis c'est plus technique. Ouais, non, j'en doute pas que ce soit aussi tough ou même voire plus. Mais l'UTMB, juste pour qu'est-ce que c'est, toute l'histoire qu'il y a derrière la course. Moi, je suis quelqu'un j'aime pas ça nécessairement aller choisir une course où ce que je vais pouvoir me démarquer facilement. Au contraire, je vais sélectionner les courses qui sont le plus compétitives, puis je vais espérer faire le mieux que je peux. Puis tant mieux si je réussis à me démarquer parmi la compétition. Mais mon but, c'est d'aller justement chercher de quoi de relever, qu'il y a beaucoup d'histoires où ce que je peux comparer justement à mon niveau de fitness. Ça, c'est ce que j'aime quand je sélectionne une course. Clairement, l'UTMB, ça va bien m'offrir ça. Clairement. Ben, je te le souhaite. On va suivre ça. Yes, Elliot, ça a été un grand plaisir de rejaser avec toi devant le micro. Ça faisait longtemps. Puis je pense que c'est toujours intéressant de découvrir ton approche du sport. Que derrière la performance, derrière les gros entraînements, il y a une approche très humaine, très organique du sport. Une passion très forte pour ce sport-là. Donc, toujours un plaisir de te jaser. Merci de ton temps. Ouais, c'était un plaisir, Yann. Merci de m'avoir ça. Avant qu'on se laisse, j'ai une petite annonce. Le 18 mai prochain, le samedi 18 mai, c'est le retour des épisodes devant le public. On va se faire un programme double au Noctem. Ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous le savez, on a fait ça à 2 ou 3 reprises. Donc, un après-midi, le samedi 18 mai, 2 invités, on va avoir de quoi être vraiment gros à annoncer et peut-être même à déguster lors de cet événement-là. Fait que d'habitude, je fais des petits jeux. Les gens, je leur donne des défis. Il faut qu'ils me répondent en premier, vitesse et tout ça. Quand c'est des épisodes à chaque semaine, c'était le fun parce que un mois et demi avant, je pouvais challenger le monde, envoyez-moi telle réponse. Quel est le chrono d'Elliot Cardin sur telle course? Là, le monde m'écrivait super vite le mercredi matin quand l'épisode sortait. Là, il reste ton épisode, puis il y a un prochain, puis après ça, c'est l'événement devant le public. Fait que depuis que je suis aux 2 semaines, j'ai moins le temps de faire des jeux comme ça. J'ai juste le goût de dire aux gens, écrivez-moi votre produit Noctem préféré, puis je vais sélectionner au hasard parmi les gens qui vont m'écrire une dizaine de personnes qui vont venir à l'épisode devant le public le samedi 18 mai. Il faut être dans la région de Québec, c'est la seule affaire. Il faut être d'ailleurs puis vous déplacer pour ça, mais c'est quand même bien juste un podcast devant le public. Mais si ça vous tente de vous déplacer, let's go.
samedi 18 mai. Écrivez-moi à Pas sorti du bois, Facebook ou Instagram pour avoir votre place. Et c'est tout. C'est la plug de fin d'épisode. Écoute, on n'a même pas présenté. Moi, je buvais une bière. Toi, t'as été sage ce soir, mais on n'a même pas posé la question. On est parti dans la conversation en partant. Moi, bien sûr, Noctem est toujours le partenaire. J'ai une Fractale, une New England IPA qui est excellente du Noctem. Fait que j'avais oublié de le dire en début d'épisode. Voilà. Fait que voilà, c'est fait. Elliot, un gros merci. J'ai très hâte de te croiser en vrai dans nos événements trail quelque part cet été. On devrait se voir au QMT, puis on va certainement se croiser. Toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup de ton temps. Ça fait plaisir, Yann. Merci à toi. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Debert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Noctem et Capic 1. On dirait que c'est toutes des entreprises avec lesquelles tu as un lien. Elliot, tu es avec NAC, tu es avec Capic, tu es coaché par Ray qui est le fondateur de Capic. Tu portes des Norda qui ont été testés, développés par Ray. Écoute, t'étais fait pour revenir au podcast. Si jamais 203, fallait que ça arrive plus vite que ça. Là. Exact. Merci Elliot et à tout le monde. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.